Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie, bonjour Alison. Bonjour. Hello. On va attendre peut-être encore quelques petites secondes le temps que les personnes qui souhaitent nous rejoindre nous rejoignent. En attendant, écoutez, je vous propose... c'est pas en attendant, allez. Il va être 11h pile d'ici quelques secondes. On va pouvoir lancer les présentations. Bon, déjà, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce nouveau webinaire qui porte cette fois sur la fin de l'éligibilité CPF des formations en création d'entreprise. Voilà, j'étais assez interrogée sur ce sujet-là par des OF qui alors, sont ou pas spécialisés en accompagnement à la création d'entreprise, en formation à la création d'entreprise. Et donc, ce changement dans les prises en charge, notamment via l'éligibilité, via le CPF, a eu quelques petites répercussions sur l'activité de certains. Donc voilà, il m'a semblé opportun de faire un petit webinaire sur le sujet. Et donc se joignent à moi Julie Bedbédé de Créactif et Alison Payne qui est directrice générale des Épaulettes. Et je vous laisse, mesdames, vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes et quel est le profil de vos structures respectives. Je te laisse démarrer, Julie. C'est gentil, merci Alison. Donc moi je suis Julie Bedbeder, donc je suis responsable de la certification chez Créactif depuis près de 9 ans maintenant. Donc on est organisme de formation depuis 2010, spécialisé dans la formation des entrepreneurs, et on est certificateur depuis 2021 avec 6 certifications qui sont enregistrées au répertoire spécifique. Et pour 5 desquels on habilite donc des partenaires, des organismes de formation qui souhaitent être habilités, à former et ou à évaluer. Et donc moi c'est Alison, je suis la directrice générale d'un organisme de formation qui s'appelle les Épaulettes et qui accompagne essentiellement les femmes sur les sujets liés au digital et ou à l'entrepreneuriat. Et ce, depuis quelques années aussi, maintenant. Les Épaulettes existent depuis 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans. Et moi, j'avais créé aussi un autre organisme de formation qui formait aussi déjà sur le sujet. Donc, je baigne dedans aussi depuis quelques années maintenant. Voilà, donc une riche expérience en tout cas entre autres sujets, mais vraiment sur le sujet de la création d'entreprise. Et donc, les Épaulettes, comme certains autres organismes de formation, a été confrontés à ce changement, à cette réforme. Et donc, voilà. Pour situer un petit peu, est-ce que parmi vos clients, il y avait un nombre important de personnes qui mobilisaient le CPF pour ce type de formation en création d'entreprise ? Oui. En tout cas, moi, côté Épaulettes, je pense qu'on était bien sur du 95% de CPF sur les formations création d'entreprise. Parce que forcément, quand on souhaite se former à la création d'entreprise, c'est qu'on en est souvent au début du projet, du parcours. Donc, on n'a pas forcément énormément de fonds privés à mobiliser à ce moment-là. Et du coup, forcément, s'il y a un budget sur le CPF, ça permet aussi de pouvoir se lancer sans avoir à sortir trop de trésorerie alors que la boîte n'est même pas encore créée, quoi. Voilà, donc c'était le dispositif était bon, était fort, permettait à de nombreuses personnes de se former sur le sujet. Bon, aujourd'hui, c'est encore le cas, mais on voit que c'est uniquement à certaines conditions. Oui. Donc du coup, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. J'invite nos participants, si vous le souhaitez, bien sûr, à prendre la parole, pas via un micro ouvert, mais en tout cas via le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Donc, on va tenter de répondre à vos questions, vos interventions au fur et à mesure de nos échanges. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous ressolliciter si toutefois on passait à côté de certaines de vos questions. En tout cas, on essaye de prendre les choses en cours. Et hop, voici un petit peu le programme de notre webinaire du jour. Donc, tout d'abord, on va faire un petit état des lieux du contexte de l'évolution de la prise en charge des formations qu'on appelait souvent de la création reprise d'entreprise, donc un peu voir les raisons et l'impact de cette réforme. Ensuite, on passera en revue les solutions que les organismes de formation peuvent mettre en œuvre pour poursuivre leur activité de formation, donc soit via un partenariat, soit un dépôt d'une certification. Bon, après, ça peut être aussi simplement continuer à former hors cadre formation certifiante, hein, c'est aussi une possibilité envisagée.
Et enfin, bon, j'ai envie de dire, ça va se faire un petit peu au cours de nos échanges, mais on pourra mettre aussi un point final sur ces sujets pour croiser nos regards et voir un peu quelles seraient les bonnes pratiques pour réussir cette transition. Donc, avec les conseils de Julie, la vision des épaulettes via les propos d'Alison. Donc, voilà, bon, mesdames, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez aussi au fur et à mesure de la présentation. Donc, voyons un petit peu le contexte de la fin de l'éligibilité au CPF des formations d'aide à la création reprise d'entreprise. Alors, avant toute chose, comme je le fais, je pense maintenant systématiquement lors de ces webinaires, je fais quelques rappels. Pour ceux qui nous rejoignent, qui s'interrogent, qui ont peut-être encore un peu du mal à dissocier ce qu'est une formation par rapport à une certification, il est très important justement de dissocier ces deux notions. Une formation, ce n'est pas une certification et vice-versa. Un parcours de formation, c'est vraiment la période, le passage au cours duquel un apprenant va recevoir et apprendre des compétences. Il va se les approprier via une formation grâce à un formateur et qui va lui permettre petit à petit d'atteindre un certain degré d'autonomie, de responsabilité et un ensemble de savoirs et savoir-faire. Donc, c'est la phase pendant laquelle il va engranger des informations, des notions, et qu'il va ensuite pouvoir s'approprier pour les mettre en œuvre. La certification, c'est la partie évaluation. C'est vraiment la phase qui vise cette fois à évaluer l'acquisition de ses compétences, sachant qu'à ce niveau-là, on ne parle plus d'apprenant, on parle de candidat. Et lorsqu'il va avoir ces compétences qui vont être évaluées de manière donc positive, eh bien, il va se voir délivrer une attestation d'acquisition de compétences, qui se traduit souvent, alors communément on parle de diplôme, ou on va pouvoir aussi parler de parchemin. En tout cas, quand on est dans un parcours dit certifiant, au sens où la certification est enregistrée au RS ou au RNCP, eh bien, il va se voir délivrer la certification en question. Donc, ne pas confondre parcours de formation, parcours de certification. Les deux, quelque part, sont complémentaires, puisque la formation prépare à la certification. Mais là, on l'aura compris, selon du point de vue duquel on se place. Quand on parle OF, on parle formation. Quand on parle OC, on parle donc de l'organisme certificateur. Et donc là, on parle de certification. Je check au fur et à mesure. Alors oui, tout le monde nous salue. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc sur mon compte formation, alors mon compte formation Head-Off, en fait, c'est l'interface un peu miroir. Donc pour les utilisateurs, on parle de mon compte formation, mais l'interface côté organisme de formation au côté organisme certificateur, c'est Head-Off. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire, on parle en fait de cette interface du site internet sur lequel on peut consulter une offre de formation certificative. Jusqu'à mi-février de cette année, il y avait un code, le code 203, sur lequel figuraient des formations à la création d'entreprises qui étaient donc enregistrées et auxquelles des personnes pouvaient s'inscrire pour être formées. La réforme de 2025 fait que depuis février, donc les actions de formation à la création et à la reprise d'entreprises non certifiantes ne sont plus financées par le CPF. Voilà, donc il y a à ce jour que les formations qui mènent à des certifications enregistrées au RNCP ou ARS. Donc, je ne vais pas reprendre en détail dans ce webinaire parce que je pense qu'on va manquer un petit peu de temps, mais pour différencier, le RNCP enregistre des certifications dites de métiers, donc ce sont des métiers qui sont enregistrés. Je dis n'importe quoi, fleuriste, mécanicien, informaticien, voilà, ce sont des métiers. RS, c'est le répertoire qui va enregistrer des compétences transversales ou complémentaires à certains métiers. Julie, peut-être que tu nous en diras un petit peu plus sur le sujet. Et donc, ce sont uniquement ces formations certifiantes, donc enregistrées soit au RNCP, soit au RS, qui vont pouvoir continuer à être éligibles au financement CPF. Alors, les objectifs. En fait, la question, c'est pourquoi on en est arrivé là. Le but, c'est quand même, au final, de garantir la qualité des parcours de formation. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les parcours de formation qui, du coup, figuraient au CPF
avant la réforme, n'étaient pas des formations de qualité. Bien au contraire. Je pense que, et peut-être que parmi les personnes qui sont là avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part si c'est le cas, peut-être que vous proposiez des formations éligibles via le code 203, qui étaient d'une grande qualité et qui pourtant, malheureusement, aujourd'hui ne peuvent plus l'être. Malheureusement, il y avait aussi pas mal d'abus. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas focaliser sur certains de ces abus, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et donc, du coup, il y a énormément de fraudes qui ont été détectées depuis 2019 et qui ont fait que ce code 203 a été détourné, alors au profit soit de formations, certes en création d'entreprise, mais pas forcément très qualitative, ou orientée plutôt sur un métier, donc avec la création d'une entreprise, mais sur un métier donné, par exemple. Ou encore, alors ça c'est dans le pire des cas, le code 203 qui aurait été détourné complètement pour des formations qui n'avaient absolument rien à voir avec la création d'entreprise. Et donc voilà, donc c'est l'une des raisons majeures qui a fait qu'aujourd'hui cette prise en charge n'est plus possible. Le but donc c'était d'arriver à mieux maîtriser les coûts. Donc, sachant que la formation à la création reprise d'entreprise coûtait 415 millions d'euros en 2022 et cette suppression va probablement amener une économie de 62 millions d'euros. Mais encore une fois, à partir du moment où de nouvelles certifications seraient enregistrées au répertoire spécifique, ça ouvrirait le champ des possibles pour des organismes de formation, soit qui eux-mêmes deviendraient certificateurs, soit qui deviendraient des partenaires habilités de ces certificateurs. Voilà. Donc, tout ça pour but en fait de sécuriser les fonds publics et accompagner des créateurs vers une offre plus homogène et maintenir un standard de qualité élevé, en tout cas le plus élevé possible. Voilà, donc l'impact pour les organismes de formation, il a été, en tout cas pour les organismes de formation concernés, il a été assez fort, puisque bon, même si s'était annoncé, c'était quelque chose qui était quand même, on voyait arriver ce sujet-là depuis un certain temps. Il n'empêche qu'à partir du moment où la réforme a été mise en place, il n'y a pas eu de phase de transition, donc cette décision, elle a été opérationnelle tout de suite. Et donc, ça a généré pas mal d'inquiétudes pour de nombreux organismes de formation parce que ce déréférencement sur la plateforme EDOF et donc sur l'interface côté utilisateur, donc mon compte formation, a fait que on n'a plus pu du jour au lendemain intégrer de nouvelles formations en création d'entreprise. Enfin, du moins, sans être habilité par un certificateur. Voilà, donc certains organismes de formation en pâtissent parce que peut-être que ça a une grosse répercussion sur leur chiffre d'affaires. Il n'empêche que des solutions existent. Alors, il n'y a pas de solution miracle en soi. L'objet de ce webinaire n'est pas de vous apporter une réponse avec un coup de baguette magique, loin de là, mais en tout cas de voir un petit peu les alternatives qui peuvent se positionner. Et du coup, toi, Alison, par rapport au cas des épaulettes, quelle a été votre réflexion par rapport à ça? Parce que, comment est-ce que vous avez rebondi au mois de février face à cette annonce? Nous, on l'avait partiellement anticipé. On sentait que ça risquait de sauter à un moment donné, donc on s'était déjà renseigné sur le fait de devenir partenaire habilité. On en était vraiment au tout début des démarches, par contre, donc le dossier n'était pas du tout prêt. Donc quand c'est arrivé du jour au lendemain, le fait qu'il n'y ait pas du tout de transition et que ce soit à partir d'aujourd'hui, c'est plus du tout possible, sachant qu'on avait des dossiers en cours, on avait des entretiens téléphoniques prévus, etc. Bon, c'est toujours côté business, c'est toujours un coup dur. Forcément, nous, ça a eu un impact économique, financier. Par contre, nous, on n'a pas eu spécialement de perte de visibilité parce que de toutes nos années d'expérience, on a une seule personne qui est arrivée en fait directement via mon compte CPF, qui nous a identifié via la plateforme. Sinon, c'est que des personnes qui nous trouvaient via notre site internet, nos réseaux sociaux, etc.
Aussi parce qu'on n'a pas fait le travail, je pense, de, de bien se référencer comme il fallait sur CPF. Mais ça n'a pas eu d'impact. Par contre, réunion de crise, adaptation nécessaire. Et effectivement, on a accéléré du coup la mise en place du dossier pour pouvoir être partenaire habilité. Et là, du coup, je regardais tout à l'heure, on en est à la fin. Il manque quelques petites pièces, c'est en cours, mais ça devrait rapidement être OK. Mais c'est vrai que ça a été... je m'attendais à ce que ça arrive, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Je pensais qu'il y aurait un délai quand même de quelques jours, quelques semaines pour qu'on puisse rebondir. Donc je pense que c'est ça qui a été un petit peu difficile. Mais sinon, ça va, on s'adapte. Voilà, on rebondit, on s'adapte, et puis on prend les choses en cours. Et quelle a été ta démarche au moment quand vous vous êtes dit chez les épaulettes, tiens, on va chercher un certificateur pour être référencé comme partenaire habilité. Comment est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Moi, j'avais été faire un tour sur France Compétences, chercher un petit peu des mots-clés, voir ce qui existait en termes de certification. Notre assistante Calliope, avec laquelle on travaille, connaissait déjà Créactif, donc nous en avait parlé. On a fait un petit tour pour voir s'il y avait d'autres certificateurs également sur le marché. Et en fait, de ce que j'ai pu voir, la plupart des certifications en création d'entreprise autres qui existent sont souvent déposées par les CCI, par exemple, qui ne travaillent pas avec des partenaires. Donc voilà, donc le choix a été assez vite orienté. Et en plus, la grille de compétences qui était proposée par Créactif collait très bien à notre programme. Donc en fait, ça n'a pas nécessité une énorme adaptation. Il y a 2-3 points qu'on a dû venir renforcer un petit peu, mais globalement, on répondait déjà à tous les points. Donc c'était pas non plus repartir de zéro, quoi. Ok. Donc voilà. Alors, plusieurs choses intéressantes. Je vais répondre à une question de Barbara. Que veut dire partenaire habilité? Alors, merci beaucoup de poser la question. Un organisme... Ah bah tiens, Julie, je vais peut-être te donner la parole sur ce sujet au final. Pas de souci. Alors, en fait, un partenaire habilité, c'est-à-dire qu'un certificateur a la possibilité, quand il dépose un projet de certification qui est enregistré, notamment au répertoire spécifique dans notre cas, le certificateur a la possibilité d'habiliter d'autres organismes de formation à former et à évaluer sur leur certification. Donc, ça se passe sur le biais d'une convention. Donc, c'est la signature d'un contrat, tout simplement, pour permettre à l'organisme de formation d'adosser, entre guillemets, sa formation à une certification existante, et donc à former et à évaluer, donc à mener les examens et les jurys qui mènent à l'obtention de la certification sur une certification qui est détenue par un autre organisme certificateur. Voilà, donc alors ça, c'est à la condition où le certificateur ouvre sa certification à des partenariats, parce qu'il y a aussi des certificateurs enregistrés au RSRNCP. Alors pour diverses raisons, soit parce qu'ils ont besoin de se roder à l'activité de certificateur, soit parce que il y a un enjeu stratégique derrière. Enfin, voilà. Donc le certificateur peut décider de garder la certification dans son giron ou de l'ouvrir à des partenaires. Et donc ces partenaires, ce sont ces fameux organismes de formation qui signent une convention avec l'OC, l'organisme certificateur, quand eux-mêmes ne le sont pas. Et donc, Alison, ce que tu expliquais, c'est effectivement, vous êtes allé chercher, vous êtes parti à la pêche aux informations sur le site de France Compétences pour voir quels étaient les certificateurs enregistrés. Et il s'avère que Créactif, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais que Créactif est à ce jour, en tout cas, sachant que nous sommes le 27 mars et qu'il y a une commission aujourd'hui, donc on verra peut-être le certificateur enregistré, mais en tout cas, à ce jour, vous êtes le seul organisme, certificateur, qui ouvre, en tout cas sur cette thématique-là, la certification à un réseau de partenaires large dans le sens où c'est pas que des organismes de formation de votre propre entité. Voilà, vous l'ouvrez à des partenaires externes. Tout à fait, c'est le cas. Au répertoire spécifique, du moins, à ma connaissance, et encore une fois, sous réserve des prochaines commissions, mais on est en effet le seul acteur privé qui ouvre justement la possibilité à d'autres organismes d'être habilités sur la certification. Oui. Barbara demande si cela a un coût. Tout à fait. Cela a un coût qui est avec un modèle de fonctionnement assez simple, avec des frais d'entrée sur la certification, alors dépendamment des certifications bien sûr, et un coût par apprenant inscrit à une formation qui mène à la certification.
Voilà. Mais bon, peut-être qu'on continuera sur ce sujet un petit peu plus Bien tard, sûr. selon, je pense qu'on reviendra sur le sujet. C'est pas juste un prix payé pour accéder à, il y a aussi tout ce que ça suppose derrière, vous, votre travail de certificateur, et puis l'accompagnement aussi qui est complet. Voilà. Oui, c'est ça exactement, parce qu'en fait, la gestion de ce réseau de partenaires est très, très, très lourde en termes soit de communication, de devoir d'information, de contrôle aussi des partenaires, parce qu'on est responsable aussi de l'homogénéité des conditions d'accès à la certification sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est vrai que ça présuppose des grosses actions de contrôle qualité de notre part, et donc, du coup, d'une grosse machine. Effectivement. Donc là, passons à pardon, je suis passée peut-être un petit peu vite sur la slide. Donc, pourquoi et comment poursuivre l'action de formation en création et reprise d'entreprise dans ce nouveau contexte? Alors, mettons-nous dans la peau d'un porteur de projet d'entreprise. Là, je parle vraiment d'une personne qui souhaite créer une entreprise. De par votre expérience, quelles sont les principales difficultés auxquelles cet aspirant à la création d'entreprise est confronté? Moi, chez les personnes que j'accompagne, je pense que souvent il y a un projet de cœur, il y a une envie, il y a une ambition, mais en fait les gens ne créent pas leur entreprise pour être chef d'entreprise, pour être entrepreneur. Les gens créent leur entreprise pour être boulanger, accompagnant, enfin pour exercer un métier derrière. Et toute la partie un petit peu administrative, juridique, marketing, communication, c'est pas ce qui les intéresse vraiment dans leur projet. Et du coup, souvent, il y a un petit peu un flou sur tous ces aspects-là je sais que du coup, je vais devoir passer par la construction de mon projet, le business plan, la partie financière, tout ça, mais c'est pas ça qui m'anime et je ne sais pas, je connais pas les bonnes étapes, je sais pas dans quel ordre faire les choses. J'ai l'impression d'être en bas d'une montagne, je sais que j'ai plein de choses à faire. J'ai besoin qu'on me dise dans quel ordre, quelles étapes il faut passer, et puis surtout d'avoir un retour aussi, un regard des formateurs sur ça c'est complètement à côté de la plaque, ça paraît cohérent ou pas du tout, que ce soit sur les aspects un peu commerciaux, communication, sur les aspects statut juridique, enfin ne pas se planter sur ces premières grandes étapes quand on se lance. Et déjà d'avoir un cadre comme ça, c'est très rassurant, c'est très de se sentir guidé, parce que c'est vrai que c'est toujours un pari de lancer une entreprise, quel que soit le contexte. Donc d'avoir un bagage solide pour pouvoir démarrer sereinement, ça fait vraiment une grande différence. Bon, donc en fait, c'est pas si simple de créer son. Enfin, techniquement, c'est simple. Il suffit de remplir, en exagérant, 3 papiers, et puis ça y est, on a créé une entreprise, on est content. Bon. Ceci dit, ça se limite pas à ça. Enfin, là, pour le coup, là, c'est l'entrepreneur qui parle. Si on n'a pas eu à un moment donné les bons conseils de personnes compétentes pour être guidées, ne serait-ce que pour choisir les statuts, pour créer un business plan, pour cadrer un modèle économique, etc. Le gros risque, en fait, c'est de voir cette belle entreprise, cette belle création ne pas survivre au-delà d'une, 2, voire 3 années d'activité, parce qu'à 3 ans, de choses qui se passent. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un contenu de programme de formation de création d'entreprise. En fait, là où je veux en venir, c'est que la création d'entreprise, déjà, c'est vital pour notre économie. Et au-delà de ça, c'est qu'il y en a beaucoup de créations d'entreprises. Là, on regarde sur les chiffres. Bon, je vous mets quelques chiffres à l'écran sur le nombre d'entreprises créées en 2024, qui est en hausse par rapport à l'année précédente, dont 64% sur le statut de micro-entrepreneur, un statut qui est intéressant, en tout cas, pour une première phase, pour mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. Et on voit aussi le nombre de faillites que l'on peut constater en face, et qui, en partie, je dis bien en partie, parce que tout ne se justifie pas par ça, mais serait dû à un manque de compétences, et là je parle vraiment de compétences et pas uniquement de connaissances relatives à la création d'entreprises. Donc, l'offre de formation, il faut qu'elle existe, et heureusement qu'elle existe pour accompagner des entrepreneurs, parce que c'est pas uniquement en apprenant des choses, c'est-à-dire se limitant à des connaissances, qu'on peut vraiment créer une entreprise de manière solide, et c'est aussi en ayant les compétences. Et c'est tout l'intérêt, me semble-t-il, d'une certification. Donc,
la déformation professionnelle, évidemment, moi j'accompagne à la certification, mais je vois vraiment la valeur ajoutée que représentent des compétences, c'est que quand on est formé et surtout quand on est certifié, c'est-à-dire quand on est passé devant un jury d'évaluation de ses compétences, eh bien, on a ancré, on a acquis quelque chose et on a ces compétences. Ces compétences, elles vont nous servir à la fois pour l'entreprise que l'on a créée, mais elles pourraient servir aussi dans d'autres domaines. Si finalement, je ne poursuis pas mon chemin dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais que je souhaite être embauchée, donc je reviens sur le marché du travail, je cherche un recruteur, ce sont des compétences que je vais pouvoir valoriser. Et ça, il n'y a que la certification au final qui va pouvoir le faire, bon, outre l'expérience bien sûr, mais la certification joue ce rôle-là. Un vrai besoin auquel il faut répondre par la formation. Voici à présent c'est un petit panel, mais alors je n'aurais pas la prétention de dire qu'il est exhaustif, mais en tout cas des certifications qui existent aujourd'hui, enregistrées au RS et au RNCP, puisque là on voit qu'il y a des parcours, alors parcours de la BGE, construire et conduire un projet entrepreneurial. Donc tous ceux qui commencent par RS, donc tous les numéros qui commencent par RS quelque chose, c'est que c'est enregistré au répertoire spécifique. Ceux qui commencent par RNCP, c'est que c'est un métier. Donc on voit les différences d'intitulés. Regardez l'intitulé de l'objectif. Conduire un projet de création d'entreprise versus celui de l'Union des couveuses, entrepreneur. Et donc là, on est vraiment dans un intitulé métier, c'est normal puisqu'on est sur du RNCP, entrepreneur de la TPE. Julie, tu disais tout à l'heure que vous aviez plusieurs certifications enregistrées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors en fait, donc on en a 6 et 5 qu'on commercialise, qui sont toutes dirigées vers le public cible des entrepreneurs de la TPE ou porteurs de projets. Donc on a conduire un projet de création d'entreprise, donc qui est affiché à l'écran. On a également conduire un projet de création de micro-entreprise, donc qui là va s'adresser spécifiquement aux porteurs de projets qui savent déjà, en tout cas, qu'ils veulent créer une micro-entreprise, parce que c'est pas exactement les mêmes compétences, c'est pas exactement les mêmes attendus, et du coup il y a toute une partie sur les autres statuts juridiques qui sera pas nécessairement abordée dans ce référentiel. On a réalisé les opérations comptables courantes d'une TPE, qui là va vraiment s'adresser aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise de la TPE qui veulent acquérir toutes les compétences qui vont être nécessaires à la gestion, donc des opérations comptables de leur entreprise. Et on a 2 autres certifications qui vont là plutôt traiter de la question des réseaux sociaux et du site internet. Donc communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE et créer et gérer le site internet de sa TPE à l'aide d'un CMS. Voilà, donc on essaye vraiment de couvrir l'ensemble des thématiques qu'on a perçues comme un besoin de nos apprenants, parce que c'est vrai que le chef d'entreprise, il est souvent multicasquette, c'est lui qui souvent crée son propre site, ou qui en tout cas souhaite avoir la compétence de façon indépendante de quelqu'un d'autre qui l'administrerait pour lui, et de même pour les réseaux sociaux. Nous, il arrive très très fréquemment que ce soit les porteurs de projets qui, que ce soit au démarrage de l'activité, mais même parfois après, se chargent de la communication, ou en tout cas de la planification de leur communication sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là on voit qu'il y a l'entrepreneur, en tout cas en passant par ces certifications-là, a plusieurs cordes à accrocher à son arc de compétences, et c'est tout l'objet finalement des certifications RS. Là où si cet entrepreneur voulait suivre une certification RNCP, entrepreneur de la TPE. Je ne suis pas allée regarder dans le détail, en tout cas, je ne l'ai pas en mémoire, le contenu de ces RNCP, mais pour ceux qui s'y intéressent, vous verrez qu'un RNCP est constitué de plusieurs blocs de compétences. Donc, potentiellement, on peut avoir les différentes cordes dans un seul titre, mais en général, ce sont aussi des parcours qui sont plus longs, avec plusieurs évaluations, forcément, puisque c'est la structuration est différente. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, à aujourd'hui, Créactif est le seul certificateur qui ouvre au partenariat. Bon, peut-être que ceci évoluera à terme, mais quel a été aussi votre... Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrêt pour vous, j'imagine que le téléphone a dû commencer à sonner, et que s'est-il passé ? Alors, on y était en plus
pas, enfin, on y était préparé, c'est-à-dire qu'on savait que c'était dans les tuyaux depuis un moment. Nous, il faut savoir qu'une partie des motivations de cette démarche-là, de déposer les certifications, c'était aussi de ne pas être 100% dépendant du code 203 parce que on commençait déjà à entendre des bruits de couloir selon lesquels, de toute façon, même suite aux actions de régulation, de contrôle et de déréférencement des organismes de formation, il risquait ce code était voué à disparaître à un moment donné. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a identifié dans le projet de loi de finances déjà il y a quelques temps. Donc ça faisait partie des projets. Nous, on était déjà organisés en tant que certificateurs qui habilitaient déjà. Ça fait longtemps qu'on a un réseau de partenaires qui existe. Donc on n'a pas trop dû se mettre en ordre de bataille pour vraiment créer une approche construite. Mais par contre, pour gérer le flux en fait des organismes de formation qui nous ont appelés un petit peu en panique, forcément, au lendemain, que ce soit au lendemain de l'adoption du projet de loi de finances ou même au moment de l'arrêt du 203 et de leur déréférencement, là oui, il a fallu gérer les flux entrants, donc des appels, des emails. Nous, on a une page dédiée à la certification sur notre site internet où on avait beaucoup de personnes qui remplissaient un formulaire et qui voulaient absolument une réponse tout de suite. Donc, c'est ça qui était un peu complexe pour nous, c'était de réussir à rassurer aussi, parce qu'il y a forcément des organismes de formation pour qui ça avait des impacts énormes et qui donc étaient très inquiets, souhaitaient une réponse immédiate. Donc, ça a été aussi de temporiser, d'essayer d'être le plus réactif et le plus rassurant possible, disons. Oui, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est c'était l'une des solutions et bon, je vais aborder aussi ce sujet un petit peu plus loin, mais pour comment dire, continuer à avoir son offre, parce que c'est souvent ça, hein, l'une des premières préoccupations des organismes de formation, de continuer à avoir son offre de formation éligible à ce dispositif de financement qu'est le CPF. Parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi pour pas mal d'apprenants de pouvoir mobiliser ce fonds-là pour financer la formation. Peut-être le temps de trouver une autre solution ou pas. Après, ça peut être aussi une solution pérenne, hein, de créer le mot partenariat a vraiment du sens dans ce qu'on dit parce que ça peut être aussi une façon de s'adosser l'un à l'autre. On va rentrer à présent dans le détail. Alors, on a des petites questions. Quel est l'impact sur le client, le fait d'être certifié? Alors, ça dépend de quoi on parle. Donc, le client, l'apprenant, donc le stagiaire, la personne qui va suivre la formation, effectivement, si la formation est certifiante, c'est-à-dire enregistrée à l'un ou l'autre répertoire, eh bien, la formation qui prépare à la certification sera éligible au CPF. Le CPF, c'est, pour faire un très bref rappel sur le sujet, c'est un fonds de formation qui existe, qui est disponible, auquel chacun cotise, auquel tout actif cotise et qui est disponible, qui capitalise d'une année sur l'autre dans une limite de 5 000 € et qu'il peut utiliser à titre personnel, donc qu'il soit ou pas dans une entreprise, voilà, et qu'il peut utiliser pour se former. Donc c'est intéressant parce que ça favorise la formation tout au long de la vie. Autre impact, le certifié, donc le titulaire, va pouvoir valoriser ses compétences. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au-delà de... bon, ça peut être valorisant pour soi de dire j'ai réussi un examen, je suis titulaire des compétences, j'ai été challengée, voilà, par un jury d'évaluation et j'ai acquis ces compétences. Au-delà de ça, si le parcours professionnel change, eh bien, le titulaire pourra valoriser ses compétences via ce parchemin qu'il aura eu, donc dans le langage courant, on va appeler ça un diplôme. Il va pouvoir le valoriser, par exemple, auprès d'un employeur en disant « Regardez, moi, j'ai ces compétences-là ». Et puis auprès de ses propres clients, c'est-à-dire que le titulaire de cette certification, ce créateur d'entreprise, une fois qu'il est installé, il pourra aussi, alors c'est peut-être moins parlant pour ses propres clients, mais valoriser auprès de ses clients en disant « Je suis titulaire de cette certification ». Là, on parle de la création d'entreprise, mais sur plein d'autres sujets. Prenons par exemple le cas de l'esthétique, une esthéticienne qui va être titulaire de sa certification, eh bien, elle pourra valoriser auprès de ses clients de dire, regardez, moi, mon savoir-faire, il a été évalué et validé par un jury d'évaluation. Donc, c'est rassurant aussi pour ses propres clients. Alors, je ne vois pas ça d'un point de vue perso. Donc, la formation ARS est normalement gage de qualité. Il peut donc se sentir davantage prêt et bien accompagné, je pense. Oui, ben voilà, merci Charline. Oui, donc c'est exactement ça. Donc, et puis, voilà, le fait de passer devant un jury, de réussir quelque part sa certification, alors, tout
tout n'est pas conditionné par la réussite d'un examen, bien entendu, mais c'est aussi avoir finalement une validation avec un regard externe. Et ça peut être très rassurant, surtout dans un contexte de création, parce que souvent, on a l'impression de se jeter dans un bain quand on est créateur d'entreprise, une petite part d'inconnu, et donc voilà, ça peut être effectivement aussi rassurant. Bruno, si vous souhaitez développer, nos clients sont des entreprises. Voilà, enfin, je ne sais pas si vous voulez développer sur ce que vous avancez, et si vous souhaitez poser des questions à ce sujet. Poursuivons dans notre webinaire. Voilà, donc enregistrer une certification ORS ou RNCP, mode d'emploi. Donc, comme on l'a dit, donc finalement, il y a deux possibilités qui s'offrent à nos organismes de formation de manière générale, mais aussi dans ce contexte de changement et de disparition de code 203. Donc, soit notre organisme de formation, en fait, il y a même trois possibilités. Soit notre organisme de formation dit, finalement, tant pis, je n'utilise plus cette possibilité de voir mes formations être éligibles au CPF, mais il y a d'autres dispositifs de formation, ou pas, ou mes clients aussi peuvent choisir d'être formés par mes soins, en finançant, par exemple, soit la formation de leur poche ou voilà, mobilisant d'autres biais. Ça, c'est la première possibilité. Ça suppose aussi d'avoir peut-être un bon réseau, une bonne communication et peut-être aussi un prix compétitif par rapport à d'autres formations. Enfin voilà, mais en tout cas, cette possibilité, elle existe. Moi, je rajouterais aussi le prix... idéalement pas trop élevé, parce que au moment où on se lance, comme on disait, on n'a pas forcément énormément de trésorerie à sortir, mais peut-être aussi imaginer des modalités de paiement en plusieurs fois, des façons de l'étaler un petit peu, parce que voilà, quand on est dans un parcours tout début de création d'entreprise, ça peut aussi aider d'avoir cette possibilité-là. Et ça coûte moins cher aussi. Du coup, on peut proposer un tarif de formation moindre si c'est une formation qui est pas prise en charge CPF, qui est pas finançable, qui est pas certifiante. On peut avoir ça nous coûte moins cher aussi, nous, en tant qu'organisme de formation. Donc c'est pas une option à exclure, mais je dirais que si on passe par là, il faut bien penser à voir ce qu'on peut mettre en place en termes de modalités pour faciliter quand même cet investissement-là, quoi. Oui. Le mot investissement, c'est exactement ça. C'est on investit pour cette acquisition de compétences et ensuite pour pouvoir les déployer. Pour répondre à la question de Bruno, quel est le coût pour une certification? Alors, de quel coût parle-t-on? Parce qu'en fait, ça, c'est un point qui est aussi très important. Par exemple, alors je ne sais pas chez Créactif, est-ce qu'il y a un cadre selon lequel, par exemple, qui établit un prix de vente maximal d'un parcours de formation? Parce que ça arrive parfois chez les certificateurs, c'est pas systématique. Ou chez les épaulettes, par exemple, le coût d'un parcours de formation. Alors attention, on va donner des exemples, mais c'est très variable d'une offre à une autre, et puis ça dépend ce qu'il y a dans l'offre, ça dépend combien de temps dure la formation, mais pour avoir une idée, est-ce que vous pouvez nous en faire part? Oui, bien sûr. Alors là, tu fais bien référence est-ce que, en tant que certificateur, on encadre le coût des actions de formation qui sont adossées à nos certifications, c'est cela? Oui. Oui, d'accord. Alors en fait, on l'encadre dans un seul cadre qui est l'autre sens, c'est-à-dire que on demande un prix minimal de l'heure de formation à 40 € pour éviter justement qu'il y ait un système de concurrence un petit peu déloyale qui ait lieu, et puis pour aussi conserver une homogénéité de l'offre de formation. On a jusqu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, nous, on communique beaucoup avant l'habilitation avec nos partenaires, et on leur explique qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même une certaine logique qui soit apportée, et puis à ce qu'on travaille en bonne intelligence. Donc, on ne cadre pas le prix maximal. Par contre, on leur demande de rester à peu près dans les prix du marché, c'est-à-dire de ne pas proposer une formation avec un coût horaire à 500 €, enfin voilà, dans l'autre sens, que ça reste raisonnable. Par contre, on ne l'encadre pas spécifiquement dans notre convention. Ok, très bien. Voilà, après, j'aurais tendance à dire, regardez un petit peu ce qui se pratique. C'est très variable, en fait, hein. On peut avoir des parcours de formation entre 700 et 1000 € la journée, parfois moins, parfois plus. En fait, ça dépend aussi comment est bâtie cette offre de formation et ce qu'elle propose. En tout cas, ce qu'on constate
de manière assez générale, c'est que quand la formation prépare à une certification, le coût est un petit peu plus élevé, simplement parce qu'il englobe la certification, et que la certification en soi, c'est le passage d'un examen, et qui dit passage d'examen dit qu'il y a aussi une logistique derrière, et puis un temps d'évaluation pour des personnes qui vont analyser les compétences. Donc voilà, forcément, ça se justifie ainsi. Si vous voulez faire une petite étude de marché, un petit benchmark, on peut le faire nous en tant qu'apprenant potentiel. On va sur mon compte formation, on tape les mots-clés création d'entreprise, entrepreneuriat, entreprendre. Et là, on a tout le panel de ce qui existe. Et donc moi, j'avais fait cette petite étude et c'est très, très, très variable. Hein, vraiment, là, pour le coup, à première vue, il n'y a pas de cohérence. Après, quand on se rend sur les sites des différents organismes, parfois, on comprend parce qu'effectivement, parfois, c'est de l'individuel, donc c'est normal que ce soit plus cher. Parfois, ce sont des grands groupes, donc c'est normal, enfin, des grands groupes d'apprenants, donc c'est normal que ce soit dans le sens contraire, un petit peu moins cher. Mais à première vue, quand on se balade sur mon compte formation, les prix sont très, très variables. Voilà. Bon, alors c'est désolé de répondre un petit peu de manière détournée, mais en fait, il n'y a pas de réponse entre guillemets préconçue. Alors pas de souci, il y a des personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Donc je vais essayer de reprendre un peu les questions dans l'ordre. Donc, alors, pourquoi la CCI 7 heures à 850 € et Créactive 28 heures sur mon compte formation? Ah oui, par rapport le rap, alors ça dépend de chaque organisme. Hein, Oui, ça, on le voit nous aussi chez nos partenaires. Hein. On a des volumes d'heures de formation et puis des modalités qui sont aussi multiples que nos partenaires. Alors nous, pour les formations adossées à notre certification, il y a en effet un minimum d'heures à couvrir parce qu'on veut s'assurer que l'ensemble des compétences justement soient couvertes. Mais selon les différentes certifications, oui, c'est évident qu'il y a un nombre d'heures pour l'apprenant qui va être variable et qui va correspondre normalement au temps qu'il faut pour l'acquisition des compétences et aux modalités pédagogiques, parce que est-ce que c'est du groupe, est-ce qu'il y a une partie d'asynchrone, est-ce que c'est du mentorat, enfin voilà, plein de questions. Synchrone, asynchrone, donc est-ce qu'on est en face, alors ça peut être à travers un écran, hein, mais est-ce qu'on est en face du formateur ou est-ce que si c'est un synchrone, par exemple, si c'est via de l'e-learning, je suis mes modules de formation et puis il peut y avoir des temps synchronisés avec le formateur, mais qui ne couvrent pas l'ensemble de la formation. En fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les modalités de déploiement de la formation. Laurent demande quel est le coût pour enregistrer sa propre certification. Donc là encore, je suis désolée de faire des réponses, ça dépend. Il y a un petit peu cet aspect-là. Le fait de faire une demande d'enregistrement auprès des répertoires n'est pas payant. Donc vous pouvez constituer votre dossier et déposer auprès du RS, du RS ou du RNCP via la plateforme de France Compétences. Voilà. Donc ça, cette démarche n'est pas payante. En revanche, certains organismes décident de se faire accompagner. Donc moi, c'est typiquement mon domaine d'expertise. Donc décident de se faire accompagner par un consultant ou peut-être aussi se faire former pour comprendre la démarche certificative et la constitution des différentes pièces du dossier. C'est cette démarche-là qui est payante. Et donc là, ça dépend encore une fois de comment on met ça en œuvre. Ça dépend aussi du cabinet qui vous accompagne. Là, les prix sont très variables. Donc là, je vous invite aussi à faire votre benchmark et surtout, j'ai envie de dire, de voir si si ça match avec le consultant qui va vous accompagner, parce que c'est une démarche qui est longue. Donc, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Ça se fait pas en quelques minutes ou en quelques heures. Voilà, c'est vraiment une démarche longue et qui nécessite d'avoir un peu des atomes crochus professionnellement parlant pour que l'accompagnement se passe le mieux possible. Je poursuis du coup parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Je reviendrai sur les petites questions après. Donc voilà, donc enregistrer une certification. Donc déjà, si on part sur cette option-là, donc je suis organisme de formation. Attention, je ne suis pas obligée d'être organisme de formation pour enregistrer une certification. En revanche, là, vu qu'on est sur ce sujet-là, on va parler des organismes de formation qui décideraient, comme Créactif, de faire enregistrer leur propre certification. Et là, il va falloir s'assurer de plusieurs choses avant de se lancer dans une telle procédure, parce que c'est pas anodin.
C'est lourd. Je pense que Julie, tu confirmeras. C'est bon, voilà. C'est lourd. Ça vous a pris un certain temps. Maintenant, vous êtes rodé à ce mécanisme. Mais bon, voilà. Au départ, j'imagine que comme tout le monde, voilà, il a fallu lire un petit peu la documentation très dense de France Compétences. Mais heureusement qu'elle est là, cette documentation. Donc déjà, pour devenir organisme certificateur, il faut au préalable avoir formé, évalué des candidats, en tout cas démontrer que votre dispositif il fonctionne. Et pour pouvoir le prouver, la façon la plus simple, c'est aussi d'avoir formé un certain nombre de personnes, d'avoir évalué ces personnes et de démontrer que ces personnes de démontrer les bénéfices des compétences acquises par ces personnes. Donc, comment ces personnes utilisent leurs compétences dans leur quotidien professionnel. Donc, par exemple, quand on va enregistrer une certification dans le cadre du RNCP, donc pour une certification métier, là, il faudra s'acquitter d'avoir au moins 2 promos, 2 ensembles de personnes sur 2 années civiles, et pour lesquelles on aura un retour d'au moins 6 mois pour démontrer comment elles se sont insérées professionnellement dans le métier visé par la certification. Il va falloir aussi constituer tout un dossier. Donc, un dossier dans lequel on va trouver les référentiels de compétences et d'évaluation, la preuve d'adéquation au marché, la description des modalités de contrôle, l'analyse de l'offre certificative, le dispositif VAE. Alors, je suis désolée si pour certains je parle chinois, mais vous voyez, en fait, c'est assez technique. C'est pas un simple dossier avec 3-4 documents, non, c'est vraiment dense, il y a vraiment toute une démarche, toute une réflexion. Ce qu'il va falloir démontrer, finalement, c'est 2 grands axes. Le premier, c'est quel est l'intérêt de cette certification sur le marché du travail? En quoi est-ce qu'il répond à un besoin sur le marché? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la création d'entreprises. Il y a un vrai besoin sur le marché parce que si ce qu'on constate, c'est que la plupart des créateurs qui ne sont pas accompagnés au départ ont plus de risques de ne pas durer. Et l'autre point, c'est de démontrer la légitimité du certificateur. C'est-à-dire que si moi, demain, tiens, j'y connais rien en fleurs, et je décidais de créer une certification de fleuriste, quelle légitimité j'ai pour le faire? Et donc, il va falloir que je montre aussi, si c'est pas moi, c'est que je vais m'entourer d'experts, que j'ai les personnes compétentes, que j'ai les compétences mobilisables autour de moi pour pouvoir déposer cette certification. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, la procédure, une fois qu'on a constitué ce magnifique dossier, donc, qui se fait en général en plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, on va déposer ce dossier en ligne sur CertifPro. Donc, c'est l'interface de France Compétences. Et un instructeur va se charger d'examiner le dossier. Et ce process va durer, alors en moyenne, aujourd'hui, on observe 5 mois, mais ça peut aller jusqu'à 8 mois selon les dossiers. Enfin, c'est assez variable. On va dire 6 mois, ouais, grosso modo, des délais d'instruction. Toi, Julie, sur vos certifs, grosso modo, c'est le délai que vous avez pu observer? C'est variable en fait au fur et à mesure, au moment de la période de dépôt. Il y a parfois, je vais être honnête, surtout au début, des certifications pour lesquelles on a mis près d'1 an et demi avant d'avoir une réponse. Donc là, c'était vraiment très, très, très costaud. Là, ces derniers temps, on est plutôt sur du 8 mois à partir de l'examen en fait du dossier. Donc ça reste conséquent et a priori, d'après nos derniers échanges, c'est des délais qui vont après rester sensiblement les mêmes, voire s'allonger. D'accord. Bon, donc fourchette haute. Alors moi, j'ai certains des dossiers qui sont instruits, alors parfois très rapidement. On a des bonnes surprises. Au bout de 3-4 mois, on a une réponse. Génial. Et puis, par ailleurs, d'autres fois, c'est plus long. Enfin, en tout cas, sur mes petites stats, voilà, on est sur un délai moyen qui se situe entre 5 et 6 mois. Mais bon, voilà, c'est très variable. Et puis, chose à savoir aussi, et avant de lancer toute démarche de demande d'enregistrement d'une certification, quand on fait une demande au répertoire spécifique, il faut répondre le plus strictement possible, c'est même pas possible, le plus strictement, aux 6 critères d'enregistrement du répertoire spécifique. Et pour le RNCP, ce sont 9 critères. Donc, il y a des critères
commun entre les deux. Voilà, donc alors, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder, j'ai fait pas mal de webinaires sur le sujet qui décryptent ces différents critères. Bon, c'est pas l'objet du webinaire du jour, parce que ça, il faut prendre un certain temps, mais voilà, c'est vraiment, faut coller à ces critères. Et donc, si on fait de manière très simple et si on reboucle la boucle par rapport à ce qu'on a dit au tout début du webinaire, une formation n'est pas une certification, et bien parmi les pièces que vous allez déposer pour une demande d'enregistrement d'une certification, le programme de formation, au final, n'a pas sa place. On ne dépose pas un programme de formation dans le cadre d'une certification. C'est pas ça l'objet de la demande d'enregistrement. Même si l'instructeur, évidemment, va regarder votre site internet, par exemple, pour vérifier si le programme de formation colle au référentiel de certification. Mais voilà, c'est pour vous éclairer un petit peu sur ce point-là. Ah bah, c'est Alison qui a répondu, ok, très bien. Bon. Je regarde les autres questions. Pour les certificateurs et en considérant la diversité des formats et des contenus proposés par les OF, comment vous assurez-vous de la qualité du contenu de la formation dispensée? Donc ça, c'est une question pour Julie. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. C'est un des gros enjeux en tant que certificateur qui ouvre l'habilitation parce que au moment du renouvellement notamment des certifications, il faut bien qu'on puisse démontrer que le réseau de partenaires est un réseau de partenaires de qualité. Donc en fait, nous, on a un process d'habilitation qui est rigoureux et avec énormément d'échanges, qui va comprendre par exemple une présentation de l'organisme de formation, de public qu'il est habitué à former, de son programme de formation, de ses modalités pédagogiques. Il y a ensuite donc tout un travail qui est fait par l'organisme de formation pour préparer un dossier de préhabilitation où il va notamment remplir une matrice qui va nous montrer que toutes les parties de notre référentiel sont bien abordées dans son programme de formation et nous présenter aussi ses modalités pédagogiques. Alors, en effet, c'est là que ça peut parfois un petit peu coincer, mais de toute façon, on travaille main dans la main avec l'organisme de formation pour essayer de lui faire comprendre comment il peut adapter aussi ses modalités pour correspondre aux attendus de la certification. Notamment si c'est une formation très très courte qui ne va pas permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Alors après, ça peut se justifier par un public qui est déjà bien averti. Enfin voilà, en tout cas, il y a un gros échange. Nous, on fixe un cadre, c'est-à-dire que on ne permet pas, par exemple, de la formation 100% en asynchrone, donc par exemple 100% en e-learning. On demande un minimum de 25% de la durée de la formation qui soit en synchrone avec un formateur pour pouvoir s'assurer justement de la bonne compréhension et acquisition des compétences par l'apprenant. Ensuite, nous, on fournit un accompagnement qui est régulier, c'est-à-dire qu'on a souvent des questions d'organismes de formation, membres de notre réseau, ou des difficultés rencontrées qui nous sont remontées, auxquelles on les aide à faire face. Et il y a également, bien sûr, des contrôles réguliers des programmes de formation, des actions de communication pour nous assurer que tout a été bien compris par l'organisme de formation partenaire. Et là où, entre guillemets, c'est irrévocable, c'est la question des taux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux fixés, enfin en tout cas communiqués par France Compétences d'obtention et de passage des examens sont atteints, c'est 80% nous qu'on demande en taux de présentation à l'examen et 70% d'obtention de la certification. On part du principe que si ces taux sont atteints, c'est que la formation est forcément de qualité, parce que les compétences restent des compétences exigeantes, et il y a un examen qui est fait par un jury de personnes qui ont un profil qui est préétabli. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui nous permettent, nous, que ce soit avant le partenariat ou tout au long de la vie du partenariat, de nous assurer que la formation dispensée est de qualité. Pascal demande quelle est la durée minimum et maximum préconisée? Alors, ça va varier, nous, selon nos certifications, mais si on prend l'exemple de notre formation, conduire un projet de création d'entreprise, on fixe la durée minimum à 28 heures. Et pour conduire un projet de micro-entreprise, à 21 heures de formation. Voilà, donc merci pour cette réponse. Moi, j'ai une question aussi. C'est pourquoi être aussi drastique, aussi cadré? Pourquoi vérifier bon, évidemment, moi j'ai la réponse, mais pourquoi pourquoi surveiller? Enfin, on pourrait interpréter ça pour une surveillance, mais voilà, quel est l'enjeu en fait pour le certificateur d'être aussi alors non pas directif, mais en tout cas de vérifier vraiment ce que fait l'organisme de formation, en tout cas ce qu'il déclare, enfin le sens de son engagement.
Mais tout simplement parce que il relève de notre responsabilité, en fait. On est responsable des conditions de passage de la certification sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble de notre réseau. Donc, on a un devoir, nous, de mener des contrôles réguliers pour nous assurer que nos partenaires ont des actions de formation qui correspondent aux attendus, qu'ils communiquent de la bonne façon. Donc, il y a une checklist en quelque sorte pour pouvoir nous assurer que le nom de la certification et l'information qui est donnée aux apprenants sur le programme de formation ou sur le site sont bien les bonnes, qu'il y a bien le fait que cette formation amène à une certification, qu'elle est enregistrée au répertoire spécifique sous tel numéro. Il y a donc le monitoring des taux de passage et de taux d'obtention qui est absolument crucial parce que c'est ce qui justement c'est l'indicateur principal de qualité d'une formation, c'est de pouvoir bien préparer les stagiaires à l'obtention de la certification dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, nous, en fait, techniquement, quand on ouvre sa certification à d'autres partenaires, donc on a un devoir envers ces partenaires de conseil, d'animation du réseau aussi, mais on a aussi un devoir envers ces certifications parce qu'au moment du renouvellement, il va falloir qu'on puisse prouver que le réseau est bien géré, bien contrôlé, que si jamais il y a eu des dérives, elles ont été corrigées, qu'on a un process mis en œuvre pour le cas où justement des éléments seraient non conformes lors de nos contrôles. C'est vraiment un métier à part entière, entre guillemets, d'organiser le réseau de ses partenaires. Alors merci pour cette précision, c'est-à-dire que si parmi nos participants, il y en a parmi vous qui auraient ce projet de création d'une certification, ça a certes des avantages de créer sa certification parce que ça permet une certaine indépendance, d'organiser la certification et la formation qui prépare la certification comme vous le souhaitez, etc. En revanche, c'est un vrai métier, quoi. Derrière, il va falloir rendre des comptes à France Compétences, parce que France Compétences vous accorde sa confiance en enregistrant la certification, mais en contrepartie, il va falloir aussi relayer un certain nombre d'informations. Et c'est aussi tout le confort qu'offre un certificateur, c'est-à-dire que quand on est certificateur et qu'on décide d'ouvrir sa certification à des partenaires, eh bien, ces partenaires vont pouvoir s'appuyer sur le certificateur. Et c'est aussi pour ça que le certificateur est très vigilant à ce que ces conditions soient respectées, parce que le risque, au final, c'est que si la certification est mal ou pas assez correctement déployée auprès de ses partenaires, eh bien, c'est, pardon l'expression, mais c'est sa tête qui va être coupée chez France Compétences et donc la certification disparaîtra. Elle sera déréférencée purement et simplement. Donc, qu'on décide d'être partenaire habilité ou qu'on décide d'être certificateur, au final, il y a des avantages et des inconvénients, vous l'aurez compris. Donc, pour répondre à votre question, Pascal, peut-on adapter le programme en fonction du projet de création d'entreprise? J'ai envie de dire oui, mais dans une certaine mesure, c'est que c'est dans le cadre établi par le certificateur, ou alors envisager peut-être de déposer votre propre certification pour poser votre propre cadre. Enfin, peut-être Julie, je vais te laisser compléter sur cette question. C'est ça. Alors, c'est une grosse question de beaucoup de membres de notre réseau. Nous, on n'est pas non plus une autorité compétente pour dire ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire aux organismes. On peut que s'exprimer par rapport à notre certification et les modalités possibles et les programmes de formation possibles. La seule chose qu'on va déconseiller, c'est vraiment de décliner par métier le programme de formation, c'est-à-dire qu'en fait, le programme de formation doit former à des compétences, les compétences qui sont dans le référentiel, et vraiment, le gros point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas ajouter de compétences ou retirer de compétences par rapport au référentiel de compétences. Vous ne pouvez pas, par exemple, ajouter tout un volet sur la restauration. C'est-à-dire les particularités du secteur de la restauration, gérer sa salle, toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas le faire dans un même programme de formation. Vous pouvez éventuellement, par contre, si c'est une question de cible, constituer des groupes de formation par secteur, mais c'est quelque chose qui ne sera pas nécessairement visible dans le programme de formation, sur lequel vous pouvez éventuellement communiquer auprès de vos apprenants quand vous les avez au téléphone, voilà, on regroupe par secteur d'activité, donc vous avez la possibilité d'être regroupé si vous faites de la formation en groupe avec peut-être des formateurs spécialisés, quelque chose, mais ça relève plutôt des modalités pédagogiques que du programme en tant que tel qui doit coller parfaitement en fait au référentiel de compétences.
Et je pense que ça répond à certaines des questions suivantes. Peut-on compléter le référentiel avec d'autres contenus modules, la certification? En fait, Alors, voilà. la réponse la plus directe, je suis navrée, c'est non. On comprend le besoin, c'est-à-dire qu'en plus, quand on connaît bien ses apprenants, on a des remarques ou des demandes qui reviennent souvent, on a des publics parfois qui sont spécifiques. On peut adapter lors de la formation à son secteur tant que les compétences restent couvertes. Par contre, compléter le référentiel, c'est absolument interdit. Et ça, c'est pas, c'est comment dire, c'est pas interdit par le certificateur, enfin, Ah non, quoique. c'est Mais interdit. c'est aussi et surtout France Compétences. Enfin, voilà, C'est ça. Oui, pardon, c'est interdit par France hein, Compétences. voilà, Nous, on ne fait que relayer en fait les bonnes pratiques qui sont induites par la réglementation et par France Compétences. C'est vrai que c'est aussi ça notre responsabilité, c'est de vous transmettre les éléments qui pourraient être des red flags en cas de contrôle parce que c'est absolument interdit par France Compétences et que la réglementation est connue et rédigée. Tout à fait. Sophie demande quelle est votre vision de la formation à la création d'entreprise à horizon 3 à 5 ans. Alors peut-être toi, Alison, aussi, qui a un recul et peut-être aussi une projection par rapport aux apprenants que tu rencontres tous les jours. Oui, moi je pense que c'est un besoin grandissant parce que là l'État revient quand même pas mal sur le statut de la micro-entreprise qui pendant longtemps a été un peu la solution de facilité, le plus simple. Quand le statut auto-entrepreneur est arrivé au tout début, c'était vraiment très très simple. Et en fait, au fil des années, on voit que ça se complexifie, qu'il y a des démarches supplémentaires, que les aides, les avantages, etc. ne sont plus les mêmes. Donc, je pense qu'on aura encore plus ce besoin de bien poser le projet, de faire le prévisionnel en amont, de pas foncer dans le mur en fait. Avant, le risque était un peu plus limité. Aujourd'hui, on se retrouve, enfin, je pense que on est amené à avoir une suppression ou en tout cas une rationalisation de tous les différents statuts et formes juridiques qui existent. Et ce qui fait que forcément derrière, si on n'est pas bien accompagné, ça va être, je pense qu'on fonce plus vite dans le mur qu'auparavant. Il faut vraiment bien anticiper toutes les charges, les histoires en lien avec le chômage, France Travail, enfin tout ce qui préoccupe les personnes qui se lancent. Faut tout vraiment bien le poser en amont et de plus en plus. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là il va y avoir besoin le besoin ne va que s'accroître sur cette partie accompagnement à la création d'entreprise. On le voit aussi avec les chiffres que tu as partagés. Bon, il y a pas mal de faillites. On sait que le contexte économique n'est pas génial non plus en ce moment en France, en Europe. Donc tout ça, ça fait qu'on a toujours besoin d'entrepreneurs, on a toujours besoin de ces créations, mais il faut qu'elles soient bien menées. Il faut qu'elles soient bien menées et qu'on ait toutes ces compétences avant de se lancer corps et âme dans son projet. Très bien. On arrive sur la fin de notre webinaire. Donc là, vous avez à l'écran un petit récap en fait des éléments à fournir pour faire une demande d'enregistrement à la certification. Vous aurez accès bien sûr au support, donc n'hésitez pas à le reprendre. Un récap aussi des rôles et des missions du certificateur. Julie a très bien résumé. Enfin, on voit à quel point le rôle est complet et complexe. Complexe dans le sens, il y a énormément de choses à anticiper, à penser quand on est certificateur et on ne peut pas faire les choses de manière improvisée. Donc là, voici un petit récap. On l'aura compris, des erreurs à éviter, la confusion entre certification et formation. Je pense que maintenant, pour vous, ce sera clair. Un ciblage imprécis. Donc, quand on lance une certification, il faut vraiment cibler le public. Là, en l'occurrence, sur de la formation à la création d'entreprise, eh bien, il faut qu'on soit sur un public qui souhaite créer une entreprise, ou en tout cas qui soit en mesure de le démontrer, parce que sinon, la formation n'a pas de sens. Et l'absence de valeur d'usage. C'est-à-dire, on ne peut pas déposer une demande d'enregistrement d'une certification sans s'appuyer sur quelque chose de concret, à savoir qui avez-vous formé, évalué, quels sont les bénéfices des compétences acquises par ces personnes. Voilà. Merci aussi pour toutes vos questions, parce que, voilà, il y a eu des questions très, très intéressantes et très pertinente. Audrey, je vous rejoins tout à fait. Je crois qu'il y a un gros travail d'information à dispenser aussi auprès de France Travail pour les possibilités de formation accessibles aux personnes en projet de création d'entreprise. Je suis
totalement d'accord avec vous. En tout cas, peut-être que ça dépend des régions, des départements. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Merci pour votre retour, Sophie. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. S'il y a des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Je prends toujours le temps de répondre à toutes les questions, parfois avec un petit peu de décalage de temps. Je me permettrai peut-être aussi, mesdames, à vous relayer ces questions si toutefois elles vous concernent. Et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci, mesdames, d'avoir répondu de manière aussi complète à ce sujet. Et voilà, au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Kate. Merci Julie. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.